Une petite manœuvre et le tour est joué. La remorque est installée sur le wagon, elle pourra parcourir les 1000 km qui séparent le Luxembourg de Perpignan et le chauffeur peut rentrer chez lui. Le ferroutage en est à ses premiers rails. Une ligne traversait les Alpes depuis 2003. Aujourd'hui, c'est la deuxième qui ouvre de Perpignan à Bettembourg et d'autres sont encore en projet. La rame Bettembourg-Perpignan assurera dans un premier temps un trajet tous les 2 jours à raison de 40 remorques par train. Bien sûr, c'est peu, mais le projet tient la route. Un temps de transport qui passe de 20 à 15 heures, une économie de 10% au kilomètre pour les transporteurs et des émissions de CO2 réduites de 80%. L'objectif, c'est de mailler un véritable réseau européen avec des terminaux comme celui-ci placés à peu près tous les 400 km. Le réseau européen, on en est encore loin. Mais même si pour l'heure les capacités du ferroutage sont réduites, il fait naître de grands espoirs, notamment éviter les journées au ralenti. Bien, mes chers collègues, merci. On va pouvoir commencer la retransmission. Merci de votre présence pour ce conseil municipal qui comporte un certain nombre de sujets, 28 questions exactement, avec une présentation sur un dossier important qui est le lancement d'une concertation préalable à la réalisation d'un terminal de ferroutage sur le port de Cherbourg en Cotentin. Et donc très heureux de pouvoir recevoir ici Jean-Marc Rouet à mes côtés, PDG de la Brittany Ferries, qui est une structure historique et que vous connaissez bien ici à Cherbourg en Cotentin, Thierry Baraté, qui est directeur client et service SNCF Réseau, et puis Philippe Diès, qui est le directeur général de Port de Normandie, avec qui on travaille au quotidien. Et donc, je vous laisserai la parole tout à l'heure après une courte introduction pour la présentation. Avant, j'ai besoin d'un secrétaire de séance qui sera Madame Isoire. Vous donner la liste des pouvoirs avant de revenir à cette question de ferroutage. Donc Karine Duval donne pouvoir à Sébastien Fagnan, Anne Ambrois à Monsieur Lejeune jusqu'à son arrivée, Camille Marguerite donne pouvoir à Eddy Saget, Madame Sophie Herry donne pouvoir à Eddy Saget, Karine Hébert à Guy Brocaire, Monsieur Bernard à Monsieur Bousselman, Stéphanie Coupé à Madame Souris jusqu'à son arrivée, Madame Tarin à Monsieur François, Sonia Crimi à Jean-Michel Mage, Madame Lefebvre-Véron à Martine Grunewald jusqu'à son arrivée, Gilles Lelon à Monsieur Lefranc, David Marguerite à Monsieur Lequilbec, Monsieur Vielboniadi à Madame Roger jusqu'à son arrivée, et je pense avoir fait le tour. Est-ce que celles et ceux d'entre vous qui ont des pouvoirs ont bien 2 télécommandes? À première vue, oui. Mes chers collègues, comme je vous l'ai dit, en ayant salué à l'instant Jean-Marc Rouet, Thierry Baraté et Philippe Dess, une introduction avant de laisser la parole aux intervenants. D'abord, Jean-Marc, pour te dire le plaisir que l'on a de t'accueillir ici dans ce conseil, pour un sujet, vous allez le voir, mes chers collègues, important. Alors, pourquoi cette présentation aujourd'hui en conseil de Cherbourg en Cotentin ? D'abord parce qu'un certain nombre d'annonces ont déjà été faites ces derniers mois sur ce projet que la ville soutient. Et donc, il nous semblait collectivement important que l'Assemblée municipale puisse bénéficier d'une information la plus complète possible sur ce projet d'envergure qui va, vous l'avez compris, donner une nouvelle ambition au port de Cherbourg en Cotentin en venant élargir son hinterland et en lui conférant un nouveau rôle dans les échanges entre le nord et le sud de l'Europe. Vous indiquez également pour mémoire que cette nouvelle liaison ferroviaire va permettre de prélever chaque année, à partir de 2024, 25 000 remorques du trafic routier. Et pour votre parfaite connaissance, c'est l'équivalent du trafic camion entre Cherbourg et la Grande-Bretagne qui va ainsi être retiré des routes. C'est donc un projet, vous l'avez compris, qui vient revêtir une envergure sociétale, d'abord dans la mesure où il répond à des enjeux de sécurité routière évidents,
Et c'est aussi un projet à l'envergure environnementale, ensuite, puisque ce sont autant de camions dont l'impact carbone est gommé chaque année. Monsieur Baraté y reviendra tout à l'heure et vous parlera de l'économie d'émissions carbone économisées, bien entendu, à chaque tonne transportée. J'en profite pour vous dire que le Cotentin et la ville de Cherbourg-en-Cotentin mènent depuis des années des combats autour de cette question de mix énergétique, de ces questions de décarbonation. On voit à quel point aujourd'hui il est important de décarboner complètement. Et je voulais aussi le dire à l'heure où un certain nombre parfois confondent la question du mix électrique et la question du mix énergétique. On a bien un sujet majeur qui est de décarboner, notamment sur la question des transports. Et bien évidemment, ce projet revêt ici toute une importance. Donc enjeu environnemental, je l'ai dit, et puis bien sûr un enjeu économique. Un enjeu économique qui va conférer une nouvelle attractivité pour notre port ici à Cherbourg-en-Cotentin, qui va aussi être utile à l'ensemble de l'agglomération. Nous étions tout à l'heure en point presse avec David Marguerite et Valérie Nouvelle pour le département. Et puis ça va aussi offrir, je crois, une nouvelle solution pour les transporteurs dans un contexte d'augmentation des prix des carburants et de raréfaction des chauffeurs, tant au Royaume-Uni qu'en Europe, mais on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Vous dire aussi que concrètement, dans ce contexte nouveau, avec cette offre inédite, Cherbourg va devenir une solution attractive pour les transporteurs européens qui avaient leurs habitudes sur d'autres ports, et c'est bien sûr la même chose du côté, de l'autre côté du Channel, où le Brexit a changé également la donne. Jean-Marc vous parlera tout à l'heure de cette question essentielle. Cette solution ferroviaire s'annonce donc comme un nouveau développement important pour le port de Cherbourg, qui va continuer à effacer ce que certains présentaient à une époque comme un enclavement, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais c'est de nouveau, vous l'avez compris, un atout majeur pour notre port ici à Cherbourg-en-Cotentin. La ville s'est donc inscrite dès le début, mon cher Jean-Marc, aux côtés de Port de Normandie et de la Brittany Ferry sur ce sujet. Et localement, ça va se traduire par un chantier important et des impacts, mais des impacts sur lesquels nous avons travaillé. Je voulais, messieurs, vous remercier puisque vous avez entendu le message qui était le mien à l'époque comme maire de Cherbourg-en-Cotentin lors de la première conférence à Paris et à Caen, lorsqu'on avait présenté ce projet. Ça remonte déjà à de nombreux mois. Nous souhaitions limiter l'impact, notamment sur la question des flux automobiles et donc des horaires de train pour limiter l'impact sur le fonctionnement de notre ville. Vous le verrez tout à l'heure, nous avons été entendus et merci encore, c'était important. L'impact sur la circulation sera limité puisque le passage des trains se feront vers 11h le matin et 19h15 le soir, donc après le flux massif de véhicules, après les heures de pointe, et donc avec des horaires qui sont acceptables et qui ont un effet moindre sur les circulations. Vous dire aussi que tout cela a été travaillé avec le futur bus nouvelle génération au travers d'un certain nombre de simulations. Et de nouveau, j'insiste, mais je vous remercie pour la capacité de compréhension commune, puisqu'on souhaitait collectivement que ce dossier aboutisse, mais il était malgré tout normal que la ville porte un certain nombre d'exigences. Vous le verrez aussi, les temps de passage sont globalement courts, plus courts qu'à l'époque des trains de Toyota, qu'on est un certain nombre ici à avoir connus, notamment grâce à des travaux qui sont réalisés pour réduire le temps d'attente sur les passages à niveau. Un autre chantier important, c'est celui du terminal ferroviaire. Philippe Dess vous en parlera tout à l'heure. C'est un investissement important pour Port de Normandie, qui va nécessiter de réorganiser le port de commerce et notamment d'intégrer la voie ferrée et ses abords et donc de redessiner quelque peu les voies de circulation dans ce secteur. Et pour mener à bien ce projet, il y a bien sûr une concertation qui sera ouverte le 20 juin prochain avec des réunions publiques et on espère que les habitantes et les habitants de Cherbourg-en-Cotentin s'intéresseront à ce dossier important économiquement, important pour Cherbourg-en-Cotentin, important pour la SNCF, important pour Port de Normandie, et bien sûr stratégique pour la Brittany Ferry, comme vous allez le constater tout à l'heure. C'était donc pour nous important de pouvoir prendre le temps de vous présenter à vous les élus de cette ville bien ce projet. Merci de votre présence et je vous laisse, messieurs, la parole pour une présentation approfondie. Il y aura ensuite une phase de questions. Et Jean-Marc, je te cède avec plaisir la parole. Il faut que je te donne la parole, mais ça marche pas, j'ai pas l'écran, c'est comme la dernière fois. Ouais, vas-y.
C'est tout bon. C'est parti. Merci, monsieur le maire, merci, cher Benoît, merci, mesdames et messieurs les élus du conseil municipal de Cherbourg-en-Cotentin, de nous accueillir pour ce point, avant, en effet, ce timing de la concertation publique. Donc, nous allons vous présenter ce projet à trois, avec donc le patron, le directeur général de Port de Normandie, et monsieur Barabé, donc Thierry, qui représente ici notre partenaire du réseau, c'est-à-dire l'infrastructure de voyage, donc de terrestre du ferroviaire en France, SNCF Réseau. Monsieur Michel Dupuis, qui est l'expert ferroviaire de Brittany Ferries, nous complétera si nous avons des manques. Voilà, alors en effet, Benoît l'a dit, vous avez déjà eu l'occasion d'entendre parler ou de lire dans la presse, dans certains médias, notre ambition à vouloir développer ce projet. Je ne vous cache pas que la crise Covid nous a un petit peu embourbé le timing, à savoir que nous sommes déjà avec un petit peu 2 ans de retard. Ceci, je dirais, c'est pas très grave puisque c'est un projet ambitieux pour plusieurs dizaines d'années sur le port de Cherbourg. Et vous savez très bien que les projets de structure, d'infrastructure notamment et de superstructure, évidemment, demandent un temps de préparation bien plus long qu'un service navire qui, lui, vient déjà sur un port qui est équipé. Là, c'est un nouvel équipement et on va vous en parler tout de suite. Et pour cela, nous avons une présentation pour laquelle on est déjà un peu rodé puisqu'on a eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises, mais on va essayer de le faire en pas condensé pour pouvoir vous laisser aux questions ensuite. Philippe. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Là, c'est bon. Merci. Donc nous allons rapidement vous présenter les partenaires du projet, même si vous les avez pratiquement tous sous les yeux, les objectifs pour chacun d'entre nous et dans quel contexte ce projet s'inscrit, avec quels impacts pour la population, pour le port et selon quel calendrier. Donc parmi les partenaires, Port de Normandie. Port de Normandie, c'est le propriétaire du port de Cherbourg, c'est également le propriétaire des ports de Dieppe et de Caen-Ouistreham. C'est un syndicat mixte constitué de la région, des 3 départements, la Manche, le Calvados, la Seine-Maritime, et des 3 agglomérations, Cotentin, Caen-la-Mer et Dieppe-Maritime. C'est Port de Normandie qui va réaliser l'infrastructure du terminal ferroviaire au sein du port de Cherbourg. C'est Port de Normandie qui va confier l'exploitation de ce terminal ferroviaire à son délégataire, la SPL Cherbourg Port, présidée par David Marguerite. Cette SPL est constituée majoritairement de Port de Normandie, 90%, et du Cotentin à 10%. C'est l'exploitant, la SPL est l'exploitant du port de commerce pour les 10 prochaines années. Et quand on parle du port de commerce, c'est à la fois le port transmanche et le port Est, un port de commerce conventionnel, là où se développent notamment aujourd'hui les champs éoliens de Saint-Brieuc, Fécamp et Courseulles. C'est la SPL qui exploitera demain ce terminal ferroviaire, c'est-à-dire que c'est elle qui manœuvrera les plateformes des wagons, les plateformes pivotantes des wagons, on verra tout à l'heure dans le détail, et c'est bien elle qui ira chercher ensuite sur ces wagons les remorques et qui les amènera à bord des ferries ou qui prendra les remorques à bord des ferries pour les amener sur le service ferroviaire. J'ai cliqué 2 fois et je t'ai laissé le micro. Alors, Brittany Ferries, comme Benoît l'a dit, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent l'entreprise. Nous exploitons donc sur la cartographie que vous avez, nous exploitons donc des lignes entre le UK et la France, entre le UK et l'Espagne, entre la France et l'Irlande et entre l'Espagne et l'Irlande. Donc nous sommes le premier employeur de marins français sur une flotte de 11 navires de commerce, tous typés dans ce qu'on appelle le Ro-Ro-Ro-Pax, c'est-à-dire que nous transportons les camions avec leurs roues et potentiellement leurs tracteurs et leurs chauffeurs, et également des passagers motorisés ou non à destination donc de ces différents ports. 3 ports en Angleterre, 5 ports en France, 2 ports en Espagne et 2 ports en Irlande. Nous avons donc, nous serons donc l'opérateur du service d'autoroute ferroviaire entre Cherbourg et Montréal. Autrement dit, c'est nous qui allons le commercialiser. Une partie des investissements seront à notre charge. Nous sommes déjà opérateurs des lignes donc au départ de Cherbourg à destination de Poole et de Portsmouth en Angleterre, mais également depuis le début de l'année 2021 au départ de Cherbourg à destination de Rosslare. Pour le coup, sur le UK, nous sommes tout seuls au départ de Cherbourg, mais par contre, pour l'Irlande, évidemment, vous avez 2 autres opérateurs au départ de Cherbourg.
pour aller également à Rosslare. Nous serons donc l'investisseur et l'exploitant du terminal, donc je dirais du pendant de ce qui va exister sur le port de Cherbourg, donc le terminal qui va être similaire, à savoir un terminal multimodal permettant la décharge et la recharge du train qui aura à destination donc le port de Cherbourg. Nous serons également le demandeur de sillons, c'est déjà le cas puisque nous avons signé un accord cadre avec SNCF Réseau, on en parlera tout à l'heure un peu. Et puis nous serons également donc le futur acquéreur des wagons surbaisés de type autoroute ferroviaire. On vous présentera tout à l'heure ce que c'est que ce type de wagon ou leur particularité, puisque à part ces particularités, ils sont faits pour rouler sur le réseau ferroviaire. Par contre, nous ne serons pas en charge de la traction. Là, nous aurons des partenaires tractionnaires et également partenaires donc sur le terminal de Mouguer pour la manutention et l'exploitation du terminal proprement dit. SNCF Réseau est le gestionnaire de l'infrastructure du réseau ferré national. Donc à ce titre, on va faire les travaux d'aménagement nécessaires entre Mouguer et Bayonne, entre Mouguer et Cherbourg. Donc ces travaux, on a eu des mises au gabarit de tunnels entre Bordeaux et Tours qui seront faits entre 2023 et 2025. Donc ces travaux seront financés par l'État et on est sur l'ordre d'un montant d'investissement de 36 millions d'euros. On a réalisé sur la partie entre Le Mans et Cherbourg, il y a eu 3 ponts-routes, donc des ponts qui sont au-dessus de la voie ferrée, qu'il a fallu également mettre au gabarit. Donc là, les travaux ont été réalisés en 2020 et 2021. Et plus localement, donc à Cherbourg, on a des travaux de remise à niveau des installations entre la gare et le futur terminal, que je présenterai un peu plus tard en détail. Le dernier partenaire pour nous, c'est l'Europe qui a accepté de financer à hauteur de 20% cet investissement. Je parle de l'investissement du terminal uniquement portuaire. Terminal donc de 7 millions d'euros financé à hauteur de 1 400 000 euros par l'Union européenne, la Commission européenne. Quels étaient nos objectifs? Les objectifs du port lorsqu'on a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour développer un service ferroviaire, appel à manifestation d'intérêt remporté par Brittany Ferries, nous avions des objectifs à la fois économiques, des objectifs environnementaux et puis un objectif peut-être prépondérant qui était de limiter l'impact de l'activité sur la ville, on y reviendra. Dans les objectifs économiques, la mission de Port de Normandie, c'est de développer la valeur ajoutée locale et pas seulement le trafic sur le port en tant que tel, mais bien de développer d'injecter la valeur ajoutée dans l'économie à travers l'emploi certes portuaire, mais également l'emploi régional sur l'ensemble du territoire. Et donc, le premier objectif économique pour nous était de développer le trafic transmanche pour cette valeur ajoutée locale. Consolider et approfondir ce que les portuaires appellent leur hinterland, c'est-à-dire la zone dans laquelle ils ont une influence. Avec ce projet, on le verra, le port de Cherbourg va pouvoir acheminer de la marchandise ou aller chercher de la marchandise jusque dans la péninsule ibérique. C'est déjà le cas pour une partie, mais on va consolider et fiabiliser cette liaison. Et enfin, nous accompagnons, si j'ose dire, le développement du non accompagné. C'est pas très heureux comme formule, il faudra que je fasse attention. Nous accompagnons cette évolution majeure qui a eu lieu depuis la mise en place du Brexit, qui est que de plus en plus, Monsieur le maire le disait à l'instant, les poids lourds arrivent sur le port de Cherbourg, mais ne laissent que leur remorque. Et ce qui traverse la Manche, ce n'est pas la remorque plus le tracteur plus le chauffeur dans le tracteur, c'est uniquement la remorque, c'est-à-dire uniquement ce qui est tracté et qui comporte la marchandise, qui contient la marchandise. Et ça permet d'abord d'avoir un volume transporté moins important, ça permet aussi d'économiser le temps du conducteur. Si je prends l'Irlande, on est à 14 voire 18 heures de traversée, et donc tout ce temps-là économisé pour des chauffeurs de poids lourds qui sont aujourd'hui en plus une denrée rare, c'est essentiel. En ce qui concerne l'objectif environnemental, on soustrait à la route 25 000 poids lourds, c'est-à-dire que sur une année 2019,
Le port de Cherbourg a vu transiter 55 000 poids lourds. Sur l'année 2021, il en a vu transiter à peu près 110 000. Eh bien, sur ces chiffres-là, 25 000, donc de 50 à 25%, sont enlevés de la route et mis sur un transport massifié, ce qui réduit l'empreinte environnementale du port, en complément de toutes les actions que nous avons entreprises, qui ne sont pas l'objet aujourd'hui, mais notamment sur l'électrification à quai des navires, sur le traitement de nos déchets ou sur l'intégration environnementale à l'urbain. Au final, l'objectif est vraiment de faire entrer le port de Cherbourg dans une nouvelle étape, une nouvelle ère, et je le dis à chaque fois, c'est pas seulement une formule de communicant, on est vraiment sur une nouvelle dimension du port de Cherbourg à travers cette connexion ferroviaire et ce service ferroviaire mis en place par Brittany Ferries, parce que il y a très peu de ports transmanche aujourd'hui en France qui peuvent se permettre cette connexion-là. En tout cas, à l'ouest du détroit, seul le port transmanche de Cherbourg le pouvait. Alors, les objectifs de Brittany Ferries, c'est un petit peu la même chose que pour le port de Cherbourg, c'est développement, développement avec des nouveaux outils, développer de nouveaux trafics maritimes à Cherbourg. Donc, on l'a fait déjà début 2021 avec une fréquence augmentée, notamment vers l'Irlande. Par contre, aller aussi à la recherche de nouveaux clients. Et j'y reviendrai. Contribuer à la baisse des émissions carbonées et polluantes liées au transport, c'est là en fait que quelque part, comme le dit Philippe, c'est une nouvelle ère. Pourquoi ? Aujourd'hui, la loi fait que chacune des entreprises, des industriels et pas que, c'est vrai pour les banquiers et les assureurs aussi, nous avons une obligation à mesurer notre empreinte environnementale à chaque exercice comptable et à faire en sorte que cette empreinte diminue. Donc quelque part, nos clients sont également dans cette condition, je dirais, législative ou d'évolution positive. Résultat des courses, il est de la mission d'un opérateur comme Brittany Ferries, qui est donc chargé du transport de masse, de proposer à sa clientèle des dispositifs qui seront dans le futur low carbone. Donc ça permet de conforter les échanges nord et sud pour s'adapter à l'après-Brexit. Philippe l'a dit, mais il l'a dit avec ses mots, je le redis, c'est le fait que, en effet, le port de Cherbourg, au moment où le Brexit se met en place, est le seul port à bénéficier de l'activité vers le UK et vers l'Irlande. Ça s'est fortement dimensionné en plus, donc en positif, depuis le Brexit, mais c'était déjà le cas, c'était le seul port. Donc c'était une évidence quelque part que cela devait être conforté, puisque en effet sur nos lignes, sur nos ports du transmanche de la Normandie, donc à Cherbourg, nous avons une part importante de transporteurs ou de chargeurs qui sont issus de la péninsule ibérique, donc ou bien au sud de l'Europe. Développer l'intégration des services offerts par l'entreprise au sein des chaînes logistiques multimodales. L'objectif de Brittany Ferries, c'est de proposer à ses clients le choix de la route. Ils feront leur métier, on s'en occupera pas, mais le choix du maritime ou le choix du multimodal, c'est-à-dire du train plus des bateaux, donc du maritime, au bénéfice de rejoindre leur destination qui est donc soit le UK, soit l'Irlande, l'île d'Irlande. Valoriser des niches d'activité pour développer les territoires et les ports. Notre association, quelque part, avec la région Normandie et le département de la Manche et du Calvados dans la société de portage de la flotte qui s'appelle la Somanor, nous engage en fait comme un aménageur du territoire auprès de nos partenaires publics. Donc c'est le cas dans ce projet aussi, puisque quelque part, certes, sans doute, que des industriels de moyenne taille ou de petite taille de Cherbourg ou de son voisinage n'ont pas pour ambition aujourd'hui d'utiliser un service comme ça, c'est plutôt destiné à des gros opérateurs transporteurs, mais ceci étant, nous ne refusons aucun client chez Brittany Ferries, donc il est possible que dans un futur, des industriels de votre territoire choisissent potentiellement d'utiliser ce service au départ du port de Cherbourg à destination du sud de la France et peut-être donc de la péninsule ibérique. Donc ça reste possible de développer cet usage pour des entreprises déjà installées ou futurement installées sur votre territoire. Donc également une activité de niche. Développer la part des trafics de remorques non accompagnées, là, c'est dans l'air du temps.
il est de plus en plus difficile de trouver des chauffeurs. Alors, c'est pas vrai que pour le transporteur routier, tout le monde a un problème de recrutement, c'est aussi vrai chez Brittany Ferries, parce que voilà, le contexte main-d'œuvre ou du moins marché de l'emploi est en très forte évolution. Donc, c'est aussi vrai pour le transport, pour les chauffeurs, mais aussi parce que le UK n'étant plus dans l'Union européenne, le UK ne peut plus bénéficier de ce qu'on a appelé donc la directive travailleurs détachés, hein, donc ce qui fait que aujourd'hui des transporteurs ou des chauffeurs européens ne sont plus présents sur le territoire du UK pour venir en complément des chauffeurs britanniques. Donc il y a un manque de chauffeurs absolument impressionnant en Angleterre, ce qui fait qu'on voit depuis maintenant le Brexit et un peu avant une forte évolution du non accompagné. Pour le coup, dans le métier du ferroviaire, c'est la bonne stratégie puisque ne pas transporter le tracteur, ça diminue 20% du poids que vous transportez, donc 20% d'économie en matière d'empreinte environnementale sur l'énergie consommée. Donc, les objectifs pour SNCF Réseau, c'est de valoriser le fret ferroviaire comme un atout pour l'environnement. Pour illustrer ce point, quelques chiffres. Donc, pour une tonne de marchandises transportées, le mode ferroviaire, c'est 6 fois moins d'énergie consommée et c'est 9 fois moins d'émissions de CO2 par rapport à la route. Et un train, en moyenne, c'est l'équivalent de 40 camions enlevés sur la route. Aujourd'hui, on est dans un contexte qui est favorable au développement du fret et donc avec une volonté de l'ensemble des acteurs publics de doubler la part modèle du fret d'ici 2030. Au niveau de SNCF Réseau, le secteur où le fret peut vraiment se développer, justement, c'est tout ce qui est transport combiné. Et par transport combiné, on entend les transports type autoroute ferroviaire et aussi tout ce qui est transport de conteneurs liés au port maritime. Après, en termes vis-à-vis de ce projet, ça a été l'objectif aussi de minimiser la gêne occasionnée par la circulation de ces trains dans la ville. Donc, je reviendrai plus tard sur le détail de ce qui a été prévu pour optimiser le temps de parcours du train dans la ville de Cherbourg. Alors, le contexte du projet. Donc déjà, peut-être que vous l'avez noté, certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, que ce projet a été sélectionné dans le cadre du plan national du relance du fret ferroviaire. En fait, dans le plan de relance qui a été présenté par le Premier ministre Jean Castex il y a maintenant un certain temps, il y a un volet de relance fret ferroviaire assez important. Sur 100 milliards du plan de relance au global, il y a 11 milliards d'euros pour le fret ferroviaire. Donc ce plan se traduit par un appel à manifestation d'intérêt de l'État pour pouvoir bénéficier de ces aides de relance, notamment des aides au démarrage. Il faut passer par l'opération de l'AMI. L'AMI est en cours, l'appel à manifestation d'intérêt est en cours. Brittany Ferries va évidemment y répondre au bénéfice de pouvoir potentiellement, si nous sommes retenus et sélectionnés, avoir donc ces aides au démarrage. L'État également assure par le biais de ce plan de relance ou de ce plan de financement le financement des travaux qui sont liés au gabarit. Alors c'est un mot, le gabarit, c'est en fait la taille du train, la taille des trains de marchandises et des trains qui portent des camions nécessitent des travaux, contrairement, des travaux complémentaires ou d'amélioration du passage par rapport aux trains qui sont des trains passagers, puisqu'ils sont un peu plus larges et un peu plus hauts. Donc il y a déjà 3 ponts qui ont été traités, donc financés par l'État, et il y a à venir 4 tunnels qui sont également à traiter, monsieur l'a dit, pour une valeur à hauteur de 36 millions d'euros, qui sont donc pris en charge par l'État, puisque ça faisait partie de ce plan de relance. C'est peut-être la bonne nouvelle du délai qu'on a eu, puisque finalement ce plan de relance est en bénéfice pour relancer l'activité après la crise Covid, et il se trouve que ça permet d'aligner les planètes entre tous les opérateurs pour permettre à ce service d'être au mieux au démarrage. Donc nous avons sur un projet qui va faire donc un aller-retour quotidien, c'est-à-dire qu'il y aura un départ de Cherbourg et un départ de Mouguer le soir, donc 19h15 au départ de Cherbourg et autour de 18h au départ de Mouguer. Et le report, on l'a déjà dit, c'est un objectif de 25 000 remorques à l'année, donc 12 500 dans chaque sens, et chacune des remorques, par ce dispositif,
émettra, où il y aura une économie de 1 tonne de CO2 par remorque, donc de gaz à effet de serre. Évidemment, votre maire vous en a parlé, sur la fluidité, donc quelque part aussi un impact sur l'accidentologie. Vous savez que dans le contournement des grandes villes françaises qui sont des zones de transit, nous avons de plus en plus de problèmes de régulation de trafic du fait des poids lourds qui utilisent ces contournements de ville ou ces périphéries de ville qui sont non payantes pour pouvoir accéder au réseau autoroutier. Donc ça crée des problèmes de fluidité, d'accidentologie. Donc 25 000 camions, ça n'est qu'une petite part, mais c'est un démarrage. Et également, on l'a déjà dit, augmenter la part de remorques non accompagnées parce que le non accompagné nous permet de diminuer le transport de 20% de poids en moins de point à point. La description encore, 2 navettes de 750 mètres, donc chacune partira de chaque bout, 22 wagons qui ont la capacité de chacun de porter 2 remorques. Nous avons sélectionné le système de l'entreprise LOR qui s'appelle Modalor, donc vous y trouvez modalité et le nom de la société LOR. Ce sont donc des wagons spéciaux à plateforme pivotante, mais également qu'on appelle des wagons poche. Donc très concrètement, le wagon a une présentation pose sur les bogies et ensuite la remorque qui porte le camion, elle fabrique une poche. Donc ça permet en fait de demander moins de travaux sur l'infrastructure pour le passage, notamment sur les points hauts. Donc comme on le dit, les ponts et les tunnels, puisque le wagon est surbaissé de manière à ce que il ait moins de besoin de dégagement de capacité au gabarit. Donc les stations ensuite sont fixes. Autrement dit, quand le train arrive, c'est la station, ce qu'on appelle le terminal multimodal, qui va avoir pour objet de faire pivoter les remorques comme vous le voyez sur la photo. Il y aura une vidéo tout à l'heure. Et donc, là aussi, on économise, puisqu'avec ce terminal, nous ne portons finalement que ce qui est nécessaire pour transporter le camion. Tout ce qui va le faire bouger pour le chargement et le déchargement est directement sur un point fixe dans les deux bouts de la ligne. Donc, à Mouguer pour le centre européen de fret et sur le port de Cherbourg en ce qui concerne donc le bout maritime cherbourgeois. Et il y a une petite vidéo, Philippe. Voilà. Donc on va clairement voir, voilà, vous avez l'alignement des rails, les wagons sont arrivés, la plateforme au-dessus a pivoté pour que des poids lourds puissent directement se positionner sur le wagon, c'est-à-dire qu'on ne soulève pas, c'est absolument pas conçu pour d'ailleurs, mais on ne soulève pas la remorque pour la positionner sur le wagon, c'est le camion lui-même, donc composé de son tracteur, là où il y a le chauffeur, et de sa remorque, qui va devenir bientôt une remorque non accompagnée à partir du moment où le tracteur s'en va. Et une fois que le tracteur s'en va, à ce moment-là, les agents du port vont pouvoir manutentionner la plateforme du wagon, je répète bien, pour la mettre dans l'axe des rails, et ainsi le wagon va pouvoir, la totalité du train, va pouvoir reprendre son chemin. Et c'est donc un terminal de ce type-là qui va être construit sur le port de Cherbourg. Donc, vous êtes tous cherbourgeois, donc vous avez à peu près la configuration des lieux, même si c'est interne au port, avec les trois rampes ferry. La Cité de la Mer est ici. Et donc, nous avons une voie ferrée qui va entrer dans l'intérieur des limites du port et qui va être desservi par cet aménagement. Donc les 7 millions d'euros dont on parlait, c'est l'aménagement de la voie et surtout la réalisation de ce terminal avec les 7 positions pour l'emplacement pour 7 wagons. Donc ça fait 14 remorques potentielles qui sont manipulables pour être positionnées en transverse. Pour réaliser cela et pour que l'ensemble fonctionne, il nous faut reprendre la totalité des circulations à l'intérieur du terminal. On bouleverse complètement les sens de circulation. On mutualise les parkings fret et on élargit ce parking fret. On va le voir en déviant le boulevard maritime et tout cela doit se faire
en étant cohérent avec tout ce que nous avons investi, et près de 10 millions d'euros qui ont été investis dans le cadre des aménagements Brexit, nous sommes en train de réaliser des aménagements dans le cadre de la mise en place d'un nouveau dispositif d'entrée-sortie de l'espace européen, et puis nous devrons réaliser ces travaux, surtout, c'est sans doute le plus compliqué, tout en maintenant l'exploitation. C'est-à-dire que pendant les travaux, l'activité du port ferry va continuer avec une activité qui a littéralement explosé par rapport à la date à laquelle nous avions collectivement conçu l'aménagement. Donc, le boulevard maritime doit être dévié. Il va être dévié pour libérer du foncier pour du stationnement de remorques. Il sera dévié sans impact sur la circulation puisque l'actuel boulevard maritime restera en fonctionnement jusqu'à ce que nous ayons réalisé ces travaux et connecté l'ensemble des flux. Nous avons lancé les études préparatoires depuis que Brittany Ferries nous a donné le go de ce projet. Et nous lançons une concertation publique du 20 juin au 16 juillet avec une réunion publique qui est organisée d'ores et déjà le 29 juin prochain. Les travaux préparatoires, notamment les déviations de réseau, devront être menés à cheval sur 2022-2023 et nous notifierons le marché de travaux réellement. Nous sommes en consultation au printemps 2023 pour que, en juin 2024, le terminal soit livré à la SPL Cherbourg-Port et qu'elle puisse accueillir le service ferroviaire mis en place par Brittany Ferries. À cette date, on va le voir, les travaux d'aménagement des voies ferrées en dehors du port de Cherbourg auront également été menés. Le coût estimatif est de 7 millions d'euros, le financement 20% l'Union européenne, 80% les collectivités locales, à savoir la région, le département, l'agglomération. Sur la totalité du projet, on vous le disait collectivement, tout a été fait pour minimiser l'impact sur la circulation routière dans la ville de Cherbourg, avec un premier objectif qui était d'augmenter la vitesse du train par rapport à ce que certains d'entre vous ont connu du temps de Toyota. Donc on va sortir les trains non plus à 10 km/h mais à 20 km/h. Et puis les horaires ont été l'objet d'une vigilance extrême, notamment de la part de la mairie. Et donc les horaires sont adaptés pour éviter complètement les heures de pointe. Le matin, c'est un passage à 11h à la gare, une arrivée avant 11h10 dans le terminal portuaire, et le soir, un départ à 19h15 du terminal et un passage à 19h26 à la gare. Donc, de manière plus détaillée, la consistance des travaux à faire sur le secteur de Cherbourg. Donc, il faut qu'on remette à niveau la voie qui est entre la ligne voyageur qui arrive à la gare et le passage à un niveau numéro 1, donc qui est celui à proximité immédiate de la gare où il y a la 2 fois 2 voies. Donc là, on a un linéaire de 500 mètres de voie à refaire complètement. Voilà, on avait actuellement tous les 2-3 ans un ou deux convois exceptionnels pour EDF. Là, avec un trafic, avec 2 circulations tous les jours, c'est impératif de remettre à niveau cette voie. Et après, pour augmenter la circulation, la vitesse de circulation des trains, donc dans le sens du terminal vers la gare, donc on a des adaptations à faire au passage à niveau numéro 3 et numéro 6. Donc on va déplacer des systèmes électroniques qui détectent le passage des trains pour augmenter la vitesse de circulation du train par rapport à la commande de l'ouverture et la fermeture des passages à niveau. Et au niveau du passage à niveau numéro 3, donc qui est en face, qui est sur la même avenue où il y a le pont tournant, on aura aussi des aménagements routiers pour éviter avec des zones de dégagement au cas où une voiture, voilà, si on avait un train qui passait au même moment que le pont tourne, il y a une synchronisation de feu qui fait que normalement il ne devrait pas avoir de voiture coincée, mais au cas où, donc on a travaillé avec les services de la ville pour dégager des zones d'échappatoire pour que la voiture qui serait sur la voie puisse dégager par rapport au train. Et on aura donc la suppression du passage à niveau piéton numéro 12,
donc par rapport du fait qu'on pose l'aiguille, un nouvel aiguillage de raccordement pour que le train puisse sortir la locomotive et se repositionner en train du train d'autoroute ferroviaire. Et donc pour ce passage à niveau numéro 12, il y aura une concertation. Là, quand on supprime un passage à niveau, la législation nous oblige à faire une enquête publique. Donc c'est la préfecture de la Manche qui mènera cette enquête sur la base des éléments techniques qu'on va lui transmettre cet été pour la suppression de ce passage à niveau. Et donc l'ensemble des travaux, physiquement, seront réalisés sur le premier trimestre 2024 avec des essais au mois de mai et donc une mise en exploitation mi-2024 au mois de juin. Merci. Donc, nous avons regardé l'impact du projet sur l'ensemble des composantes, notamment urbaines. Le premier impact, c'est sur la circulation. Et donc, nous avons regardé, en prenant en compte le BNG, et nous avons effectué ces simulations effectuer ces simulations par le même bureau d'études que celui qui a travaillé pour vous sur le BNG. Donc le matin, on a assez peu d'impact sur les remontées de fil, un temps de parcours moyen qui s'allonge de l'ordre de 3 minutes, un peu plus dans le sens ouest-est que est-ouest, et un retour à la normale en 4 minutes 30. Je rappelle, on est vers 11h, 11h15 le matin. Le soir, les remontées de fil sont un peu plus importantes. On est à 19h, 19h30. Et dans le sens ouest-est, on a un allongement qui va de 5 à 7 minutes. Dans le sens est-ouest, il va de 4 à 6 minutes selon qu'on passe au nord ou au sud. Et le retour à la normale se fait en 7 à 10 minutes. On a amélioré la situation par rapport à l'époque à l'époque Toyota, et on reste sur des créneaux horaires qui sont moins impactants que les horaires de pointe. Nous avons également essayé de faire simuler l'impact sur le bruit ambiant. Donc ce bruit ambiant initial, l'état zéro, a été mesuré en septembre 2020. Et nous avons calqué sur ce bruit ambiant, constaté des mesures faites sur le site du Boulou, près de Toulouse, qui est une plateforme de ferroutage et de manipulation de train. La modélisation donnerait, selon les heures de passage, une augmentation de 18 décibels pendant un temps limité de 3 minutes au point numéro 6, c'est-à-dire le point le plus impacté. Est-ce qu'on le voit avec ma souris? Le point numéro 6, il est ici. 18 décibels, c'est important. Un camion poubelle, c'est 14,5 à peu près. Mais attention, on rajoute donc 3 décibels et ça veut dire que vous doublez le ressenti sonore, mais sur une durée extrêmement limitée. Sur le point 2, pendant l'exploitation, point 2 ou point 1, on est autour on va de 0,6 à 3,9 décibels. C'est un peu plus le dimanche parce que le bruit ambiant est moins important. C'est ce qu'il faut que vous reteniez dans ces simulations. On a également un impact économique qui est important, au-delà du fait que ce projet solidifie, structure l'activité transmanche, on l'a évoqué tout à l'heure. Ce projet génère environ 10 emplois supplémentaires sur le port de Cherbourg pour la manutention des wagons et la manutention des remorques que l'on prend sur les wagons pour les amener dans les ferries ou que l'on prend sur les ferries pour les amener sur les wagons. Et à l'échelle du projet, ce qui a été calculé, y compris traction ferroviaire, c'est un équivalent de 50 équivalents temps plein. Cette opération, la question nous est posée, souvent elle ne relève pas d'un débat public au titre de la Commission nationale du débat public, compte tenu de son montant qui n'est pas suffisamment élevé. Elle n'est pas soumise à des procédures particulières au titre du Code de l'environnement, que ce soit la concertation préalable ou l'enquête publique. Par contre, elle est soumise à une concertation publique obligatoire au titre du Code de l'urbanisme. Je parle bien là du projet de terminal au sein du port. Thierry Baraté vous a expliqué que la suppression du passage ferroviaire du PN12 était, elle, soumise à enquête publique de la part de l'État. Et voilà très rapidement ce que nous avions à vous dire. Merci messieurs pour cette présentation extrêmement complète. Donc mes chers collègues, vous l'avez compris, je crois un dossier stratégique pour la France qui relance le ferroutage.
Ça fait des années que c'était dans les cartons, que tout le monde en parlait. Je crois que c'est une bonne chose. Et nous sommes nombreux à espérer que d'autres lignes suivront, parce qu'à chaque fois, c'est des camions qui sont enlevés de la route. Donc il y a l'enjeu de sécurité routière, vous l'avez compris, et aussi l'enjeu de décarbonation dont je parlais tout à l'heure. Un enjeu majeur pour Port de Normandie, pour le port de Cherbourg, qui voit son trafic eh bien continuer à s'accentuer. C'est du travail local. Un enjeu pour la SNCF, ça a été dit tout à l'heure, et puis pour la Britannie, mon cher Jean-Marc, j'y reviens pas. Moi, je voudrais, avant de vous laisser la parole, remercier vraiment l'ensemble de nos équipes respectives pour le travail qui a été fait d'écoute, d'entraide. Parfois, les discussions sont tendues, mais ça fait partie de nos capacités à dialoguer les uns avec les autres et à aboutir. Et au travers de mes remerciements, je voudrais aussi associer l'ensemble des collaborateurs qui sont au fond de la salle. Je vois Bertrand, par exemple, pour la capacité que l'on a à travailler ensemble sur ces questions de décarbonation. Donc merci beaucoup. Je voulais peut-être vous dire que la concertation publique, vous l'avez entendu, donc démarre du 20 juin au 15 juillet, avec une réunion publique, notamment le 29 juin en gare maritime Transmanche, salon André Michel, pour pouvoir répondre à l'ensemble des enjeux. Mais on a vraiment essayé de monter ce dossier en analysant et en limitant l'ensemble des nuisances pour que ce dossier soit bien sûr extrêmement positif. Et je crois que c'est le cas. Une dernière précision, parce qu'on nous a posé la question il y a quelque temps. On est aujourd'hui à 100 000 remorques, quasiment, on l'a dit tout à l'heure, 110 000. Il y a quelques années, on était à 20 000, donc vous voyez la progression. Ce que je veux simplement vous dire, mes chers collègues, c'est que ces camions, de toute façon, ils viendraient à Cherbourg prendre le bateau pour continuer leur route par, justement, l'offre de la BAI. Donc la question, c'est comment ils viennent à Cherbourg. Est-ce qu'ils viennent par la route ou est-ce qu'ils viennent par le train? Et on préfère qu'ils viennent par le train et qu'ils repartent par le train. Je vous redonne le chiffre, c'est 25 000 camions qui seront déroutés de la route avec cette ligne-là. Mes chers collègues, je vous laisse la parole si vous avez des questions, en remerciant de nouveau les personnes qui sont là, qui vont pouvoir répondre. Alors, est-ce qu'on a des prises de parole? Ah oui, on a Monsieur Dufis, et après Jean-Michel Mache, c'est ça Jean-Michel? Monsieur Dufis, allez-y. Tout simplement pour bien comprendre le projet et ses impacts. Déjà bien situer le PN12, parce que vous avez parlé du PN12, mais j'ai pas bien vu à quel endroit il se situait, ça c'est ma première question. Et la deuxième question, j'ai compris que le boulevard maritime allait devoir être redessiné dans son parcours. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire de combien il va être déplacé pour le coup, pour avoir un ordre de grandeur? On va remettre le plan de tout à l'heure peut-être. Le PN12, il se trouve au niveau... alors sur le plan, on voit le PN13, il est juste avant. C'est un passage à niveau piéton qui sert aux personnes qui sont sur le terminal pour venir en centre-ville. Et donc, il n'y aura plus d'utilité une fois que le terminal va être réaménagé. Quant à la modification du boulevard maritime, donc vous voyez là le tronçon entre le rond-point des Miels et le raccordement. Donc on est, je pense, Bertrand, sur entre 50 et 100 mètres de déplacement. Ouais. Donc là aussi, c'est important. Donc il y a la route actuelle, il y a la nouvelle que vous voyez en jaune, et bien évidemment, la nouvelle l'ancienne sera arrêtée que lorsque la nouvelle pourra être utilisée. Donc il n'y aura pas d'impact sur la circulation pendant la phase travaux. Ça mérite d'être rappelé. Jean-Michel Mage. Oui, merci. C'est un excellent projet, et même s'il faut encore attendre 3 ans, malheureusement, pour qu'il soit opérationnel, ça c'est la durée des travaux, la durée d'incubation, c'est 2 ans. Est-ce que je vois 2025 pour la fin des travaux? Ah, pardon, excusez-moi. Alors mes notes sont fausses. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu aussi sur entre Bayonne et Cherbourg. Bon, effectivement, l'impact sur Cherbourg a bien été étudié, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on est en totalité en traction électrique. Juste pour le fun. Et puis la deuxième question, c'est, vous avez parlé tout à l'heure de partenaires pour l'attraction. Est-ce qu'on privilégie SNCF Fret ou est-ce qu'on ira chercher des partenaires autres, Veolia, et comment contractuellement vous allez travailler, voilà.
Concrètement, donc, il y aura un appel d'offres qui sera lancé, mais déjà, des opérateurs français de l'attraction ont été contactés au bénéfice de préparer ce projet, puisque même si Michel Dupuis m'accompagne, nous n'avons aucune expérience de traction ferroviaire chez Brittany Ferries, et comme je vous dis, nous n'avons pas l'ambition d'en construire. Donc voilà, l'appel d'offres sera lancé, et quelque part, nous aurons à sélectionner. Évidemment, je ne vais pas vous donner le nom du gagnant, d'autant plus que l'appel d'offres n'est pas encore lancé. La deuxième point sur l'électrification, sur le service électrifié, non. Pendant quasiment 2 années, nous serons sur un dispositif qui sera avec une traction diesel. En fait, vous l'avez là en pointillé. Donc, si vous regardez le rouge du sud, donc à Mouguer, et le rouge à côté de Cherbourg, à ce niveau-là, il n'y a pas d'évolution. Pendant tout le trafic, donc au démarrage, et ensuite, nous utiliserons ce sillon ferroviaire. Par contre, au centre, au démarrage, nous allons utiliser les 2 sillons, donc ce qui est en pointillé jaune et en pointillé vert. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, entre Bordeaux et Angoulême, nous n'avons pas la capacité de passer les gabarits de nos trains tant que SNCF Réseau n'a pas terminé les travaux sur les 4 tunnels. Les 3 ponts routiers, 2 en Normandie et 1 au sud, il me semble, c'est ça? Voilà, ont été traités, donc on peut démarrer le service. Par contre, pour utiliser ce qu'on appelle l'itinéraire principal, donc ce qui est en bleu, nous devons attendre donc mi-2026, enfin les livraisons des travaux c'est courant 2026, et nous permettrait en effet, là pour le coup, d'utiliser l'attraction électrique sur 70-75% du trajet. Michel ? Oui, peut-être ajouter quand même que de toute façon, la ligne de Mésidon à Tours n'est pas électrifiée et qu'elle n'est pas prévue à électrifier. Donc la recherche d'un itinéraire optimisé, elle est valable sur le trajet entre Tours et Bayonne, puisque en passant par Angoulême, on pourra être électrifié sur toute cette section. Par contre, entre Cherbourg et Tours, malheureusement, je dirais, on n'y peut rien, parce qu'il y a un maillon manquant. En fait, mais par contre, vous le savez peut-être, qu'il existe ce qu'on appelle des locomotives bimodes, donc en fait, elles utiliseront l'électricité, et quand l'électricité ne sera plus, elles passeront donc sur une traction diesel, donc elles sont capables de fonctionner avec les 2 énergies. Monsieur Brocker. Oui, merci, monsieur le maire. Une curiosité technique, simplement au début, vous nous avez dit qu'il y avait 7 wagons sur le terminal pour se charger en remorque. Ça représente 14 remorques. Est-ce que ces 14 remorques vont monter de façon simultanée sur les wagons, ou est-ce que l'ensemble va se déplacer devant une plateforme de chargement? En fait, le train, donc c'est 40 wagons, c'est 22 wagons de chacun 2 remorques, donc 44 remorques potentielles, vont être traités en 3 temps. Donc 3 fois 7, c'est-à-dire qu'il va se déplacer, le train va se déplacer, donc on traitera la première partie. Ensuite, il se déplace et on traite la seconde et ainsi de suite. Mais pendant le traitement, les 7 wagons qui sont traités ensemble fonctionnent en même temps. C'est-à-dire qu'on peut très bien décharger les 14 remorques et recharger les 14 remorques en même temps pour cette partie du train. Donc en fait, on est quand même sur un dispositif qui va être utilisé pendant une demi-journée, puisque le train va arriver aux alentours de la milieu de la journée, midi, et repartira à 19h15. Donc nous avons toute la demi-journée pour traiter le train, donc c'est largement suffisant. Ceci étant, Michel pourrait le compléter, nous avons aussi quand même besoin d'un temps de respiration, c'est-à-dire que d'être sûr de partir à l'heure et d'être sûr d'arriver à l'heure, parce que c'est vraiment le sujet, puisque le sillon n'est pas que utilisé par ce service, donc évidemment, il faut à tout prix qu'on soit au timing, donc c'est vrai que ce temps de la demi-journée nous permettra d'être très en avance sur le chargement du train pour être sûr de partir à l'heure, qu'on soit pas sous tension, en fait, au chargement ou au déchargement. Voilà, donc c'est traité en 3 fois. D'autres questions? Une deuxième derrière. J'ai bien compris que les nuisances à l'intérieur de Cherbourg seront très limitées, puisqu'il y aura un passage le matin et un passage le soir. À l'écoute de votre exposé, je pense qu'il y aura effectivement un aller-retour par jour dans un premier temps, mais vous êtes certainement ambitieux pour en avoir beaucoup plus, ce qui veut dire que quand il y en aura beaucoup plus, il y aura aussi beaucoup plus de traversées de Cherbourg.
Ambition de la part de Brittany Ferries, pas forcément, hein, puisque nous sommes un opérateur du Transmanche, mais aussi du golfe de Gascogne, donc qui est quelque part une ligne parallèle par rapport à ce train ferroviaire. Nous n'avons pas, nous, de possibilité d'aller vers l'Est, enfin, c'est pas notre projet d'aller vers l'Est de l'Europe ou d'utiliser ce terminal au départ de Cherbourg pour faire un Rosler ou un Dublin-Düsseldorf. C'est pas notre idée, mais par contre, il est clair que le terminal multimodal n'est pas totalement dédié à Brittany Ferries. Oui, je le disais, effectivement, nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt pour recueillir les projets, les différents porteurs de projets. Alors ce que j'ai pas dit, c'est que Brittany Ferries était le meilleur, mais c'était aussi le seul à l'époque. C'est-à-dire que certes, le terminal a aujourd'hui la capacité, oui, à traiter un autre service ferroviaire, on va dire, mais avec deux contraintes. La première, très claire, je l'ai dit, il n'y a pas eu de manifestation d'intérêt. Deuxième contrainte, si j'ose dire, ou en tout cas deuxième critère, la mairie veille au grain. C'est-à-dire qu'on a des horaires d'arrivée et de départ des trains qui sont très contraints, très inscrits en dehors des horaires de pointe. Et donc il faut qu'on soit vigilant, si demain on avait un autre projet, à ce que cet autre projet s'inscrive globalement dans les mêmes fenêtres. Peut-être que l'arrivée se ferait au moment du départ de l'autre, etc. Mais la capacité est là, oui, mais aujourd'hui on n'a pas le projet et on a une contrainte de créneau. Bon, comme je vous ai dit, de toute façon, nous traitons le train sur une demi-journée, donc il y a la place pour un autre train dans la première partie de la journée. Mais ça reste quand même un projet qui est dimensionné pour un schéma industriel qui n'est pas en capacité de passer à 100 ou 150 000 poids lourds, c'est-à-dire 3 ou 4 trains par jour, quoi. Voilà, il y a quand même... Et la ville n'est pas prête non plus. Non. Et le port, à mon avis, serait un peu gêné aux entournures également. Alors, il faut le savoir que dans le contexte du Brexit, certes, il y a eu un très fort développement vers l'Irlande, mais le contexte du Transmanche, tous les opérateurs, on est à moins 15%. Tous les ports, donc ce qui veut dire que l'usine Grande-Bretagne consomme 15% de moins. Donc, et je ne pense pas malheureusement qu'on va retrouver très rapidement ces volumes. Donc on est plutôt sur quelque chose qui est aujourd'hui contenu en volume, le marché. Merci, Monsieur Hulin. Oui, alors même si c'est pas un projet dimensionné pour plusieurs centaines de milliers de camions, d'accord. Mais malgré tout, on devient quand même une interface de l'arc atlantique européen. Quand même, ça donne le vertige. Enfin un bon vertige, hein, une belle. Par contre, moi, ma question, et je me retourne vers la SNCF, colonne vertébrale de l'aménagement du territoire français depuis longtemps, au moins depuis les années 30. Hein, qu'en est-il pour la gare de Cherbourg? Enfin, qu'en est-il pour la gare de Cherbourg? C'est-à-dire, compte tenu de ce projet-là, est-ce qu'il y a des recrutements d'envisagés? Quels moyens sont mis en place pour les travaux, puis pour la gestion par la suite de ce terminal qui marque le début de l'autoroute ferroviaire vers le sud de l'Europe? Non, mais donc le terminal, c'est du personnel qui est sur le port de Cherbourg, et en termes de circulation, donc les travaux seront faits sous maîtrise d'ouvrage SNCF, mais après en termes de trafic, avec les installations actuelles, ça ne génère pas de besoin de renforcer les équipes pour assurer la maintenance des installations sur Cherbourg. Avec les équipes actuelles, on est sur un aller-retour supplémentaire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? À première vue, messieurs, vous avez été complets. On va donc vous laisser repartir. Je voulais vraiment vous remercier à la fois pour votre venue en bureau municipal, puisqu'on a suivi le respect de notre fonctionnement démocratique, votre présence aujourd'hui en conseil municipal, et puis on aura le plaisir d'aller à la réunion salon André Michel pour participer aux questions qui viendront probablement, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que collectivement, avec des heures et des heures de travail,
on a réussi à avoir un beau projet utile pour l'ensemble des structures et utile pour le pays et utile pour l'environnement. Donc merci à vous. Je vous laisse nous quitter, mais on va suspendre quelques minutes le temps que les maires adjointes puissent reprendre leur place. On reprend dans 2-3 minutes. Merci. de l'intensité de nuit à destination de Nice, Lille et
Nous avons souhaité ajouter un S au mot urbanisme pour montrer la pluralité des démarches aujourd'hui pour concevoir le projet urbain. C'est bien pour montrer qu'il n'y a pas de modèle universel, pas de réponse unique pour faire du projet, mais ça dépend à la fois du contexte, ça peut dépendre aussi des acteurs et des volontés politiques du territoire. Le cahier montre la diversité des projets urbains à la fois dans le temps. En effet, on parle d'urbanisme intégré des années 70 jusqu'à l'urbanisme durable d'aujourd'hui, et aussi la diversité de ce qui les guide et ce qui les construit. Quels sont les fils conducteurs du projet? Un projet peut se baser sur différentes idées. Ça peut être la requalification des espaces publics, la valorisation du patrimoine, l'accompagnement d'un projet culturel pour fonder l'idée de métropole. Et enfin, le cahier montre aussi les différentes manières d'organiser les équipes autour du projet. On montre des démarches différentes telles que l'urbanisme négocié, l'urbanisme concerté, l'urbanisme des voisins. Voilà pourquoi on a choisi d'ajouter un S à urbanisme. Non, au contraire, justement, la planification, on voit bien qu'elle est intimement liée au projet et on voit que c'est l'occasion de redonner à la planification un rôle nouveau aussi et un rôle important de document de référence réellement pour l'ensemble des acteurs qui permettent aussi d'éviter les jeux de concurrence entre les projets et puis qui donne une vision des objectifs à long terme sur un territoire d'ensemble et qui permettent du coup de mettre en cohérence les projets aux différentes échelles, du local au régional. La planification, elle trouve aussi un nouveau rôle, une fois qu'on dit que le projet doit précéder la règle, c'est que du coup elle peut aussi être là pour susciter du projet. En affichant une volonté politique, elle donne quelque part un signal et elle permet d'afficher clairement que sur tel et tel secteur, on a envie que les choses se développent. Donc ça permet aux acteurs en place, quelque part, d'avoir aussi des garanties. Ça veut dire aussi quelque part qu'on ne fait plus de la planification comme on en faisait il y a 30 ans, dans un emboîtement d'échelle où on prévoit de la planification nationale qui s'emboîte jusqu'à sa déclinaison locale. Il faut voir maintenant plus la planification comme réellement un document de référence stratégique, d'affichage politique, et que ça veut dire que ça pose les questions de la représentation cartographique qui est forcément plus la même, de la manière dont on rédige les règles également, et puis aussi des ambitions qu'on veut faire porter à cette planification. Je crois que les cahiers ont montré qu'on parlait d'urbanisme concerté, on parle de co-conception, d'urbanisme participatif, de démarches co-élaboratives. Enfin, tout ça, ce sont des démarches qui montrent bien qu'on est face à un nombre d'acteurs qui a eu tendance à s'accroître ces 10-20 dernières années et que du coup, il y a un enjeu de coordination qui est très important. Donc cette coordination-là, elle nécessite avant tout des savoir-faire, elle nécessite de l'écoute et donc du temps. Il faut savoir aussi que ce temps qu'on investit au démarrage, il permettra certainement de gagner du temps aussi par la suite. C'est-à-dire que si les choses sont bien calées au départ, elles vont bien mieux s'articuler et ça permettra de gagner aussi dans les délais. Qu'est-ce que ça veut dire coordonner ces acteurs? Quelles compétences ça nécessite de mobiliser? Ça veut dire que la structure qui joue le rôle de coordination, il faut qu'elle ait un niveau minimum de connaissances dans tous les domaines de l'aménagement. C'est aussi savoir traduire une volonté politique, en faire la synthèse dans des documents qui sont des plans guides, des schémas de référence. Qui est-ce qui peut jouer ce rôle de coordination? Alors on parle aussi des métiers, des démarches d'ensemblier. Il y a un article qui est consacré dans ces cahiers. Qui peut jouer ce rôle? C'est pas un acteur unique, c'est pas le rôle d'une personne, c'est pas un métier en tant que tel, c'est vraiment un rôle qui doit être porté par une structure. Là encore, il n'y a pas un cas de figure. Ça dépend du jeu d'acteurs en place, ça dépend des volontés politiques. Ça peut être une société d'économie mixte, ça peut être un établissement public d'aménagement. On a vu des cas où c'était la collectivité locale en direct qui jouait aussi ce rôle de coordination. Et puis ça peut être le plus souvent aussi la désignation d'un urbaniste coordonnateur. Et puis on a vu aussi dans ces cahiers qu'il y avait une marge de progression très importante par rapport au savoir-faire, aux techniques qu'on mobilisait pour coordonner les acteurs. Effectivement, il y a plein de techniques de management qui pourraient être mobilisées et qui ne le sont peut-être pas suffisamment aujourd'hui dans le cadre des projets urbains.
On montre aussi que des techniques comme la visualisation 3D peuvent accompagner la conception des projets dans le futur et qu'il y a encore pas mal de marge de progression technique pour que ça soit possible. La multiplication du nombre d'acteurs parties prenantes du projet, on voit bien que les agences d'urbanisme auront un rôle important à jouer dans ce domaine. Alors, dans le cahier, les différents articles montrent la diversité des rôles des agences par rapport aux projets urbains et donc des missions qui leur sont confiées. Cela va de la planification à grande échelle jusqu'à, pour certaines agences, comme par exemple pour l'agence de Rennes, à des missions préopérationnelles. Les agences peuvent se positionner également différemment par rapport aux acteurs du territoire. Elles peuvent être soit très proches du politique ou alors travailler en relation directe avec la maîtrise d'œuvre, comme par exemple pour le projet de la semi-piétonisation du Vieux-Port à Marseille. L'IAU, par la transversalité et la pluridisciplinarité, peut évoluer vers des missions d'ensemblier. En fait, ce qu'on voit, c'est que les marges d'évolution sont très différentes en fonction des agences. Mais toutes ont un point commun, la vision globale et la connaissance de l'histoire du territoire. Ce qui leur permet à la fois d'être garantes d'une cohérence d'ensemble entre les projets et aussi de proposer une vision prospective. « 65 pays invités représentant 60% de la population et le tiers du PIB mondial. À l'heure où l'Amérique de Donald Trump se replie sur elle-même, la Chine de Xi Jinping se positionne comme le chantre du libre-échange. Avec ce projet pharaonique, ressusciter l'antique route de la soie. Au cours des 2 prochains jours, j'espère qu'en nous engageant à des échanges de points de vue, nous contribuerons à poursuivre le projet Une ceinture, une route. Un projet de ce siècle pour pouvoir apporter des bénéfices aux gens à travers le monde.
mais aussi et surtout replacer la Chine au centre du marché mondial. Pour cette route de la soie des temps modernes, il va falloir construire des ports, des ponts, des routes et des voies de chemin de fer du Pakistan au Bangladesh, du Kenya à Djibouti. Un gigantesque programme d'investissement en infrastructure de 1000 milliards de dollars sur 5 ans. Au final, ce sont 2 ou 3 routes de la soie terrestre et maritime qui relieront 3 continents, l'Asie, l'Europe et l'Afrique, de l'Est de la Chine à Londres. Nous sommes prêts à travailler avec tous les pays partenaires de cette initiative pour en assurer le succès et produire des emplois, de la croissance et de plus haut niveau de vie. Cela doit être notre ambition centrale pour tous nos citoyens. Un projet tentaculaire qui inquiète et qui pourrait rencontrer quelques obstacles, par exemple dans certains pays en conflit, sans oublier les ambitions concurrentes de la Russie ou de la Turquie. Mais rien d'incontournable, semble-t-il, pour la Chine et son carnet de chèques.